Spécial pour faire le point avec les acteurs politiques, les défenseurs des droits de l'homme et les analystes politiques, alors que certains refusent la main tendue du chef de l'État, d'autres plaident pour une participation afin de défendre leur position. Auto-école, les moniteurs réclament la reprise des examens de conduite après les opérations de déguerpissement, une situation qui paralyse leurs activités et met en péril leur survie économique. Tabaski, le gouvernement peaufine son plan d'action pour l'approvisionnement et la sécurisation du marché du mouton. Les éleveurs déjà sur le terrain demandent plus de soutien pour vendre à des prix abordables. Et enfin, à l'international, crise humanitaire en RDC. Élection du successeur du pape François et tensions entre l'Inde et le Pakistan. Des bombardements meurtriers ont fait plusieurs dizaines de victimes des deux côtés. Voilà pour le titre. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Le bloc du jour est consacré au dialogue national, un sujet qui cristallise les débats politiques au Sénégal entre appel à l'union, crise acerbe et stratégies divergentes. Les acteurs politiques se positionnent face à cette initiative du chef de l'État seulement à quelques jours du démarrage des concertations le 28 mai prochain. Des partis de l'opposition comme celui de Thierno Alassane Sall ont refusé la main tendue du chef de l'État. Une stratégie que ne partage pas Serigne Mbacké Ndiaye. Selon le président du parti Convergence libérale et patriote, il faut participer plutôt à ces échanges pour défendre ses positions dans l'intérêt de notre démocratie. Les concertations nationales initiées par le chef de l'État qui devront démarrer le 28 de ce mois sont parties pour ne pas réunir tous les acteurs politiques. À 2 semaines du démarrage de ce dialogue national, certains partis ont décliné l'appel du pouvoir. C'est le cas de la République des valeurs. Thierno Alassane Sall dénonce un processus biaisé, position qu'on ne partage pas. Serigne Mbacké Ndiaye. Moi, je suis franchement opposé à toute politique de la chaise vide. À chaque dialogue, on réussit à faire des pas pour avancer, pour que notre démocratie progresse. Donc pour moi, il faut toujours dialoguer. Maintenant, chacun est libre de dire j'y vais ou je n'y vais pas. L'objectif de ce dialogue, qui se veut inclusif, est de repenser les institutions, revisiter les pratiques et rétablir la confiance entre l'État et les citoyens, comme l'a affirmé le chef de l'État dans son discours du 4 avril dernier. Parmi les termes de référence figure la rationalisation des partis politiques et le bulletin unique. Il a toujours été question de bulletin unique. Tout le monde était d'accord. À l'époque, seul le parti au pouvoir n'était pas d'accord. Aujourd'hui, le parti au pouvoir est à l'opposition. Donc certainement, il va accepter le bulletin unique. Donc le simple fait de se mettre d'accord sur le bulletin unique, pour moi, c'est extrêmement important. La rationalisation des partis politiques. Un parti qui ne peut pas aller à des élections législatives n'a pas le droit d'exister. Les discours des hommes politiques changent souvent selon qu'ils soient dans l'opposition ou au pouvoir, selon l'ancien ministre d'État Souad, un comportement qu'il dénonce. Que nous évitions ce genre de comportement. Quand nous sommes dans l'opposition, tout est mauvais de l'autre côté. Quand nous sommes au pouvoir, tout est bon. Je vous donne un seul exemple. L'article 80 du Code pénal. Tous les opposants vous disent « je viens au pouvoir, je l'enlève ». Personne ne l'enlève. La participation du président de la République au Conseil supérieur de la magistrature. Tous ceux qui sont à l'opposition vous disent « c'est pas bon, on l'enlève ». Quand ils viennent au pouvoir, ils ne le changent pas. Pour le moment, seule la République des valeurs a officiellement refusé de répondre à la main tendue de Bassirou Diomaye Faye. D'autres partis de l'opposition que nous avons contactés disent être en concertation pour définir une stratégie à adopter. Le 28 mai prochain se tiendra le dialogue politique sous le thème le système politique, réforme du système électoral, statut de l'opposition, rationalisation des politiques encadrement des partis politiques, voilà, encadrement du financement des partis, autant de sujets au cœur des débats. Pourtant, certains partis de l'opposition ont déjà annoncé leur absence. Selon l'analyste politique Moussa Diaw, ce choix serait une erreur stratégique pour l'opposition. Moussa Mané. Institué comme un mécanisme permettant à l'ensemble des forces vives d'échanger sur des questions essentielles liées à la politique. Le dialogue politique est une opportunité pour les acteurs de faire des propositions sur la marche politique du pays. Selon l'analyste politique Moussa Diaw, c'est un moyen pour le président de la République de poser les vraies questions aux problèmes. Et afin de trouver des solutions, des propositions qui sortiront justement de ces échanges-là, constituant justement une
lutte pour l'unifier les difficultés. Le professeur Moussa Diaw parle des rôles politiques pour ces différents partis qui ont décidé de ne pas participer à ce dialogue. L'esprit républicain repose justement sur cette volonté à échanger. Le dialogue, c'est ça le sens du dialogue. C'est d'échanger, de trouver des solutions, d'écouter les uns et les autres, et puis de trouver un consensus autour d'un certain nombre de questions et de les régler au fur et à mesure qu'on avance. C'est ça le jeu politique, l'initiative politique. Maintenant, si une partie de l'opposition décline cette proposition-là, je crois que c'est une erreur. À l'occasion de ce dialogue politique, il sera probablement aussi question du statut du chef de l'opposition. Selon le professeur Moussa Diaw, la représentativité se joue à l'Assemblée nationale. L'opposition se joue à l'Assemblée nationale. Il faut voir au niveau de l'opposition quel est le parti ou quelle est la coalition qui est plus représentative, qui est deuxième après la majorité. Et donc le chef de l'opposition doit provenir justement de ce groupe-là. Il faut voir le parti ou la coalition qui a plus de députés à l'Assemblée, c'est pas Amadouba. Il est attendu, à partir de ce dialogue, de trouver un consensus, des recommandations qui serviront de feuille de route pour clarifier le jeu politique au Sénégal. Dans cette dynamique de dialogue national, certaines voix s'élèvent pour appeler à l'unité nationale et politique. Il serait dommage qu'il y ait des absences. C'est ce qu'a déclaré Alassane Seck, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Il appelle à l'union des cœurs pour rassembler la famille politique et annoncer et amorcer une réforme profonde et durable du système politique sénégalais. L'objectif du dialogue politique est bien clair. Remettre la marche de la politique au Sénégal sur la bonne voie et rebâtir la confiance entre État et acteurs politiques. Pour la société civile, l'utilité des concertations dont la visée est de réformer de manière profonde et durable le système politique sénégalais n'est plus à démontrer. Nous souhaitons que le calme soit devenu, qu'il y ait moins de crispation, qu'il y ait moins de tension, que les gens évoluent. Toutefois, la circonstance actuelle, avec comme point d'orgue la reddition des comptes et la divergence du point de vue politique, pourrait donner moins de légitimité aux pourparlers. Ce serait peut-être dommage qu'il y ait des absences. Je crois, quelle que soit par ailleurs la personnalité des absents, maintenant, voilà, nous indispensable. Maintenant, on verra bien ce qui se passera dans le champ politique. Il y a 200, 300 partis, sinon plus. Donc, si la paire en tant que tel, parce que le chef de la paire n'est plus là, les principaux animateurs la paire s'est presque disloquée. Ça, maintenant, on attend de voir la personnalité de ceux qui seront présents, ceux qui ne seront pas présents, et puis voilà, on verra bien. Je pense qu'on ne peut pas anticiper de ce qui va se passer dans 3 semaines. Des concertations politiques, le Sénégal n'en est pas à son premier coup d'essai. Entre boycott, dialogue de sourds et des conclusions mises aux oubliettes, le constat est sans appel. Cela dit, Alassane Seck se veut optimiste pour les prochaines négociations. Malheureusement, ça c'est le champ politique, c'est toujours trouble, ce n'est jamais clair dans la tête de tout le monde. Maintenant, on attend de voir. Je pense qu'avec un nouveau régime, assez beaucoup d'outils par rapport à leur expérience de ce qui s'est passé par le passé, on attend de voir. Maintenant, avec le coordonnateur de son dialogue-là, Chargué, que je connais, on peut imaginer que ça se passera dans les règles de l'art. Alors que l'initiative du dialogue national suscite des interrogations, le débat autour de son efficacité se poursuit en proposant de repenser le système politique sénégalais. Bassirou Diomaye Faye perpétue une tradition politique depuis l'indépendance. Cette pratique est devenue un mécanisme central dans la gestion des tensions, véritable pilier du processus démocratique sénégalais. Le Sénégal est un pays de dialogue. Léopold Sédar Senghor, le père fondateur de la nation, répétait souvent cette phrase pour montrer l'attachement du peuple sénégalais à la concertation comme outil de résolution des crises, quelle qu'en soit la nature ou l'ampleur. Depuis l'indépendance, le dialogue politique s'est imposé comme un mécanisme central dans la gestion des tensions, un véritable pilier du processus démocratique sénégalais.
On peut citer celui de 1969, initié par Senghor pour mettre un terme aux grèves universitaires. En 1983, son successeur Abdou Diouf convoquait à son tour une rencontre avec ses adversaires politiques dans le but d'aplanir les tensions nées de l'élection présidentielle vivement contestée par l'opposition. Mais c'est sans nul doute sous Macky Sall, arrivé au pouvoir en 2012, que le dialogue politique prendra une dimension plus institutionnalisée. Le premier dialogue de son magistère s'est tenu le 28 mai 2016, 2 mois après le référendum constitutionnel du 20 mars qui visait notamment à ramener le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. En 2019, fraîchement réélu, le président réaffirma son engagement pour un dialogue inclusif. Dès sa première déclaration après la proclamation officielle des résultats, il appelait à des assises nationales. Ces assises se tiendront finalement le 28 mai de la même année. Dans un contexte politique et social tendu, un autre round de discussion sera organisé le 31 mai 2023. À 8 mois de l'élection présidentielle de 2024, il s'agissait alors de s'accorder sur des questions sensibles, comme la nomination de l'autorité en charge des élections. Le dernier dialogue initié par Macky Sall survient en 2024, quelques semaines avant l'élection présidentielle. Après avoir renoncé à briguer un 3e mandat, il tente une sortie apaisée en convoquant de nouvelles assises. Mais l'initiative est largement boycottée par l'opposition et des segments importants de la société civile qui dénoncent une manœuvre politique alors que le pays était en proie à une grave crise exacerbée par le report du scrutin. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye compte lui aussi renouer avec le dialogue. Il a fixé la date du 28 mai prochain pour inviter toutes les composantes de la société à une large concertation nationale dans le but de repenser les fondements du système politique sénégalais. Mais déjà, certaines voix s'élèvent dans l'opposition pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme un exercice de façade. En bref, l'onde de choc provoquée par le rapport de la Cour des comptes continue d'ébranler la sphère politique. Plusieurs hauts responsables du ministère des Finances sous Macky Sall sont dont le viseur de Dame Justice. Au cœur du dossier figure l'affaire des dépôts à terme, dont un montant de plus de 141 milliards de francs CFA est mis en cause. L'ancien ministre Amadou Ba et Cheikh Tidiane Diop, ancien directeur général du Trésor, sont cités dans cette affaire marquée par des retraits de fonds avant échéance, sans reversement au trésor public, dans un article du quotidien L'Observateur de ce mercredi. Le Sénégal est confronté à une rupture de médicaments contre le cancer, notamment se distribués gratuitement dans les hôpitaux publics, une situation qui inquiète les patients et entraîne l'interruption des traitements. La Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer tire la sonnette d'alarme, tandis que la pharmacie nationale d'approvisionnement reste silencieuse. Une pénurie préoccupante touche actuellement plusieurs médicaments anticancéreux, notamment le Taxol et le Herceptin, habituellement disponibles gratuitement dans les pharmacies hospitalières et les structures de santé publique. Ces produits, essentiels dans le traitement de divers cancers, sont aujourd'hui introuvables sur le marché. La docteure Fatima Guenoun, présidente de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, LISCA, confirme cette rupture de stock qui impacte lourdement les patients. Ce sont les produits qui concernent les gratuités qui sont en rupture et même certains produits de la thérapie ciblée. L'hormonothérapie est en rupture depuis fort longtemps. Quand ce n'est pas disponible dans les structures hospitalières, nous on pouvait en trouver dans les pharmacies privées, dans les officines. Maintenant, le problème, même dans les officines, c'est en rupture. Les conséquences de cette pénurie sont nombreuses. D'un point de vue médical, elle entraîne une interruption des traitements et une détérioration de l'état de santé des malades. Ces malades restent longtemps sans pouvoir faire leur cure de chimiothérapie. Ça pose problème parce que quand tu dois faire ta cure de chimio et que tu ne la fasses pas à temps, et que si tu dois rester des mois sans faire ce protocole, ça peut récidiver entre-temps. Donc, c'est assez difficile actuellement pour les malades. De son côté, la pharmacie nationale d'approvisionnement, principal organe chargé de la distribution de ces médicaments au Sénégal, n'a pour le moment fourni aucune explication officielle. En attendant une communication de la PNA, les associations de patients et les professionnels de santé craignent une crise sanitaire.
Cité UCAD 4 à Kermassar, 124 familles dénoncent la spoliation de leur terrain. Ces travailleurs de l'UCAD, regroupés au sein d'une coopérative d'habitat, pointent du doigt un groupuscule agissant dans l'ombre, accusé de s'être accaparé de leurs biens dûment acquis depuis des années grâce à l'État du Sénégal. Face à cette situation, elles réclament l'intervention de la justice pour faire valoir leurs droits. Ces familles ont fait face à la presse ce matin pour exprimer leur indignation. Spoliation foncière à la cité UCAD 4, des familles crient au scandale. Selon elles, un groupuscule s'accapare à leur terrain dûment acquis depuis des années. Depuis près de 20 ans, nous subissons de sérieux problèmes avec des prédateurs accompagnés de quelques agents de forces de défense et de sécurité qui nous prennent nos terrains de jour comme de nuit parce que des autorités sont derrière ces problèmes. Et nous-mêmes qui avons fait ces démarches jusqu'à ce que le terrain soit immatriculé, parce que c'était un terrain non immatriculé. Donc c'est du ressort de l'État. Et après le CCOD, la commission a émis un avis favorable et le président de la République, en l'occurrence Maître Abdoulaye Wade, nous a donné un décret présidentiel déclarant d'utilité publique avec ce terrain à la coopérative d'habitat des travailleurs de l'Université Cheikh Anta Diop sous le numéro 374 de l'année 2006. Ces familles sont des travailleurs de l'UCAD, 4e tranche, regroupés autour d'une coopérative d'habitat, réclament justice pour tirer cette affaire au clair. L'autorité étatique, à savoir son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour la situation qui nous préoccupe au niveau de notre cité UCAD 4 à Kermassar. Il s'agit d'une assiette de plus de 10 hectares qui fait l'objet de polémiques dans la cité UCAD 4, 6 à Kermassar. Transport dans le sous-secteur des auto-écoles, l'inquiétude grandit face à l'arrêt des examens de conduite. L'amicale des moniteurs et employés des auto-écoles exige la reprise des examens de conduite suspendus depuis les opérations de déguerpissement menées au stade Léopold Sédar Senghor. Selon Khalifa Ndiaye, secrétaire général de l'amicale, cette situation paralyse les activités des moniteurs et employés. L'opération de déguerpissement récemment menée au niveau du stade Léopold Sédar Senghor laisse un goût amer aux moniteurs d'auto-école de Dakar. Depuis cette intervention, plus aucun examen de conduite n'a été organisé dans la capitale, plongeant le secteur dans l'incertitude. 28 février, on a reçu la sommation de la sous-préfecture des Parcelles, nous disant que vous devez quitter le stade le plus rapidement possible, ou sinon vous serez déguerpi. C'est en ce moment qu'on a pris cette sommation pour l'envoyer aussi bien au DGTT, le directeur général, qu'au chef de division. C'était le silence toujours. Et le 20 avril, dans la nuit du 19 au 20 avril, on a été déguerpi du stade Amitié. Et depuis cette date-là, aucune auto-école ne passe son examen. Ce blocage représente un manque à gagner considérable, aussi bien pour les moniteurs que pour l'État. Les auto-écoles, qui dépendent largement de la tenue régulière des épreuves pratiques, voient leurs activités tourner au ralenti. L'État du Sénégal, à travers les examens, même récupère de l'argent avec les timbres. Ce manque à gagner, c'est pour les autres écoles aussi, qui n'arrivent plus à gérer leur charge fixe. En moyenne, tu peux perdre sur un examen 700 000, 800, presque 1 million. C'est par ce nombre d'examens élèves par auto-école. Face à cette situation, l'amicale des moniteurs et employés des auto-écoles appelle les autorités à rétablir rapidement un cadre réglementaire pour les évaluations, ou à défaut, à proposer un site alternatif adapté. Nous squattons les parkings du stade. Vous allez à Thiès, c'est la même chose. Il y a le stade Ladior, c'est les autres qui passent derrière. On doit mettre dans toutes les régions des sites d'examen valables pour que les candidats puissent passer dans les règles de l'art. Pour les professionnels du secteur, ces examens sont essentiels. Ils rappellent qu'une sécurité routière efficace commence par une formation rigoureuse et accessible. Selon eux, le silence prolongé des autorités met en péril cet objectif fondamental.
Face aux incertitudes, les acteurs du secteur réclament une réglementation plus stricte pour renforcer la sécurité routière. L'amicale des moniteurs et employés des auto-écoles appelle l'État du Sénégal à promulguer la loi sur l'obligation de passer par l'auto-école avant l'examen de conduite. Selon eux, cette mesure déjà votée à l'Assemblée nationale permettrait une formation plus rigoureuse et contribuerait à la sécurité routière. On doit faire des examens, mais vous savez, il y a deux systèmes d'examen au Sénégal. Il y a le régime particulier et le régime auto-école. C'est quoi le régime particulier? C'est un système d'examen en candidature libre. Le candidat va s'inscrire directement au niveau du service des PIN pour aller passer son permis. Mais on a vu que l'autre système, c'est le système des auto-écoles. On a vu que depuis quelque temps, avec la recrudescence des accidents, et les statistiques font que plus les gens qui ont eu des accidents vraiment graves, c'est des chauffeurs professionnels, mais surtout c'est des gens qui ont passé leur permis à travers le système particulier. Maintenant, nous, l'État du Sénégal, en 2022, avait vu que cet impératif devait être réglé et ils ont voté à l'Assemblée que l'auto-école doit être obligatoire pour toutes les personnes qui doivent passer leur permis de conduire. Depuis 2022, cette loi est là et pourtant cet examen continue parce que la loi n'a pas été promulguée. Effective, la loi doit être effective et promulguée. C'est pour aider les Sénégalais à faire face à la recrudescence des accidents. Le taux d'accidents mortels est terrible au Sénégal. Et l'amicale des auto-écoles que nous dirigeons, où je suis le secrétaire général, nous demandons à ce que le ministre prenne ses dispositions. La flambée des prix du carburant continue de susciter des réactions indignées au Sénégal. Le Sénégal se classe au 31e rang mondial pour les prix les plus élevés du carburant avec un litre d'essence vendu à 990 francs CFA. Cette situation soulève l'indignation notamment du journaliste Madiambal Diagne qui dénonce sur les réseaux sociaux la cherté du carburant. Transporteurs et consommateurs partagent la même préoccupation face à cette hausse. Le Sénégal fait partie des pays où le carburant coûte le plus cher au monde, selon les données publiées par le site spécialisé Global Petrol Price. Le pays occupe la 31e place du classement mondial. Au 28 avril 2025, le prix d'essence y est vendu à 990 francs. Un prix jugé incompréhensible par certains observateurs, à l'image du journaliste Madiambal Diagne. Sur son compte X, il s'interroge sur cette cherté alors que les cours mondiaux sont en nette baisse. Les prix des carburants au Sénégal sont les plus chers en Afrique et peut-être même au monde. Les prix à la pompe baissent grâce aux cours mondiaux en chute. 60 $ le baril. Incompréhensible, non? À l'échelle du continent africain, seule la République centrafricaine affiche un prix plus élevé avec un litre d'essence vendu à 1100 francs CFA. Cette flambée des prix inquiète de plus en plus les consommateurs, notamment les chauffeurs de transport en commun. Le gasoil coûte cher. Aujourd'hui, le métier de chauffeur est très difficile. Ça nous arrive d'acheter 25 000 francs CFA de carburant et que ça ne tienne même pas une journée. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Ces transporteurs redoutent une répercussion directe sur les tarifs du transport. Avant la hausse, les 20 litres de carburant nous coûtaient 13 100 francs. Maintenant, on achète les 20 litres à 15 100 francs CFA. C'est devenu compliqué. C'est souvent ce qui fait qu'on augmente le prix du transport. Nous ne voulons pas en arriver là. L'idéal serait de diminuer le prix du carburant. Nombreux sont ceux qui espèrent qu'avec l'entrée en production du pétrole et du gaz, les prix à la pompe seront enfin revus à la baisse. Dans un climat de ferveur religieuse, les évêques de la CERAO, se réunissent pour prier pour la paix à Dakar. La célébration eucharistique en prélude au conclave de la CERAO a eu lieu ce mercredi à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Monseigneur Alexis Touabli, j'y arrive, Yolo, président de la CERAO, a présidé la cérémonie marquée par des prières pour la stabilité du pays. C'est une délégation de plus d'une centaine d'évêques, des secrétaires épiscopaux et d'autres prêtres venus des 6 conférences épiscopales que regroupe la CERAO.
Une célébration eucharistique pour rendre grâce au Seigneur pour la tenue de cette 5e Assemblée générale. C'est aussi un moment de communion pour porter le Sénégal en prière. Frères et sœurs, nous offrons ce sacrifice eucharistique, entre autres, pour l'Église qui est au Sénégal et pour tous ceux qui ont la lourde charge de gouverner ce pays. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les textes du jour présentent l'apôtre Étienne persécuté et lapidé. L'évêque de Ziguinchor, qui a eu l'honneur de faire l'homélie de cette célébration, a exhorté les fidèles à cultiver le pardon. Plein de chrétiens tombent encore aujourd'hui comme Étienne. Que le Seigneur leur fasse grâce de pardonner comme le Christ et comme Étienne. Que le Seigneur nous fasse grâce à nous, pasteurs, d'enseigner toujours que c'est le pardon qui nous identifie au Christ et qui aide à construire la paix et la réconciliation. Même dans les conditions les plus difficiles, les conditions les plus inacceptables, ce pardon-là, face à la haine et à la violence, n'est possible que lorsqu'on est, comme Étienne, rempli de l'Esprit Saint. Pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest, tel est le thème de cette 5e Assemblée générale de la CEDEAO. Les évêques vont entrer en conclave les 7, 8 et 9 mai dans l'optique d'échanger sur les défis auxquels sont confrontés les États de l'Afrique de l'Ouest, mais surtout l'Église et sa communauté. L'actualité internationale est marquée par 3 faits majeurs en République démocratique du Congo. Le gynécologue Denis Mukwege tire la sonnette d'alarme sur la situation